nous allons maintenant, après ce panorama qui n'est vraiment pas réjouissant, on va laisser la parole à Irène Bélier, qui a fait Sciences Po, qui est directrice qui est directrice de recherche à l'École des hautes études, directrice du laboratoire d'anthropologie et d'institutions et organisations sociales, et qui vient de terminer la direction d'un très gros projet financé par l'Union européenne qui s'appelle le SOGIP, Scale of Governance for Indigenous People, donc un projet sur 5 ans, et qui va nous parler plutôt de la résistance des Indiens dans ce contexte un peu catastrophique qu'on vous a présenté. Les Indiens se mobilisent, les Indiens s'organisent, et elle va nous faire un point là-dessus pour essayer de nous donner un petit peu le moral. Enfin, c'est tant qu'on peut. Je voulais faire une toute petite remarque qui n'a rien à voir avec le fond du problème. Mais il ne faudrait pas que notre auditoire s'imagine que ce livre est un livre fait uniquement par des femmes. Il y a 15 auteurs. 15 auteurs, dont 7 sont des hommes. C'est pas tout à fait moitié-moitié, mais c'est quand même pas loin. C'est rassurant. Merci Simone pour le poids sur la parité, c'est quand même très important de le faire. Ça peut embêtant. Et oui, avant de commencer sur les résistants, je voudrais dire quand même que ce livre est assez exceptionnel dans la mesure où c'est pas souvent qu'on porte un regard. On a une scène d'observation comme l'Amazonie à cette échelle d'observation et que on a à la fois une scène d'observation particulière sur 8 pays. On aurait pu avoir 9 pays, mais on n'a pas eu le correspondant pour la Colombie. On a porté une focale sur les Indiens, ce qui, par rapport à l'Amazonie, aussi est intéressante, mais pas que, puisqu'on a croisé la variable développement et indien. On a utilisé un filtre, et ça c'était, je ne sais pas si ça fait partie de la commande des directeurs de cette publication. Le filtre, c'était quand même les droits des peuples autochtones. Il fallait quand même se saisir de cette région par rapport à cet objet qui était les droits des peuples autochtones, qu'on ne considère pas finalement comme un objet fétiche, mais qui nous importe de voir comment il se réalise sur cette scène-là. Et on a quand même en partage une approche anthropologique. Et c'est vrai que ça permet aussi une certaine unité. Moi, j'ai réalisé l'introduction de ce volume, et donc j'ai essayé aussi de faire un petit peu les liaisons, parce qu'elles sont immenses, finalement très nombreuses. Autant les chapitres sont très finalement très précis sur chacun des réalités, des situations qui sont là, mais on voit des convergences extraordinaires entre ces processus qui se passent dans le Brésil, qui est plus souvent sur la scène internationale et dont on parle plus souvent que ailleurs. Il y aura peut-être une exception, ça serait la Guyane française, où les processus de développement ne se réalisent pas du tout de la même façon que ailleurs, je dirais. Alors le livre, il est, avant de rentrer dans les processus de résistance, je crois que quand même j'ai essayé de mettre en évidence ce qui traverse tous les chapitres donc de tous les auteurs. C'est d'abord de mettre en évidence les caractéristiques du développement actuel. Et donc c'est pour cette raison-là que le titre est très bien choisi, c'est-à-dire que c'est un développement prédateur. Et là, on est dans un axe de réflexion qui est tout à fait important, puisque le monde occidental est habité par cette idée du développement pour le mieux-être, pour le progrès, pour finalement générer quelque chose comme de l'ordre du mieux. Les autochtones en général sur la scène internationale et en particulier en Amazonie, comme l'a souligné à la fois Sophia et Françoise, ont mis en avant cette modèle alternatif de développement qui est le Sima Kaosai, qui est fondé non sur le mieux mais sur le bien. Déjà, faisons bien ce que l'on peut faire avant d'aller vers quelque chose qui nous amènerait vers autre chose. Et je pense que c'est très important que de saisir cette contradiction profonde entre des visions finalement du destin, quoi, qui amène à la prédation pour autrui d'un côté et au maintien dans ces conditions d'existence possibles pour les Indiens.
Et donc, de facto, quand on analyse et quand on met en évidence les processus actuels du développement, ce qui est ressorti très clairement des présentations ici, c'est les menaces sur les droits. On a eu quand même une décennie d'avancées sur les droits. On a eu la Déclaration des droits des peuples autochtones adoptée en 2007, on a eu la Convention 169 en 1989, on a eu la Conférence mondiale des droits des peuples autochtones en 2014, qui est supposée mettre en œuvre cette Déclaration des droits des peuples autochtones. Donc on a quelque chose qui avance au niveau discursif, au niveau international et même au niveau national. On l'a vu avec le cas du Venezuela. Les signatures sont passées et en fait les droits sont violés régulièrement. Et c'est ça quand même qui pose un énorme souci, qui sont non seulement ces violations qui continuent, mais également ces retours en arrière. Et là, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on observe des retours en arrière en forme un petit peu légère depuis le début des années 2000. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus net. Les attaques de la Bancada Ruralista sont carrément des offensives très très précises. Et là, la scène des autochtones amazoniens rejoint d'autres scènes des droits humains, de retour sur la notion des droits humains. Et c'est par rapport à cela que, effectivement, il faut penser les résistances, parce que si on s'appuie que sur le droit international ou que sur finalement les législations passées, les constitutions passées, finalement il ne se passe pas grand-chose. Et les Indiens, ils ont obtenu quelque chose quand ils sont en lutte. Ce qui se passe aujourd'hui et qui est très important dans tous les chapitres qui sont là avancés, qu'on retrouve beaucoup sur la scène internationale et beaucoup sur dans tous les médias, c'est une nouvelle visibilité des résistances et des luttes. Et là, les Indiens du Brésil sont très présents, on les a vus, mais il n'y a pas que les Indiens du Brésil, hein. Les Indiens d'Équateur étaient là, les Sarayaku étaient là à la COP 21, ils étaient très présents, avec tous leurs éléments de la symbolique de l'action qui est une action politique. Et je crois que ce qui est très important aussi dans le cadre de ce livre-là, comme dans les réflexions qu'on développe par ailleurs, c'est que les Indiens maintenant essayent quand même, les autochtones en général, prennent en main leur destin. Donc les autochtones, à travers leur forme organisée, deviennent des acteurs politiques. C'est plus tellement des gens sur lesquels on va agir simplement. La question, c'est comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir cette visibilité, comme tu l'as mentionné, Françoise, comment occuper finalement cet espace de visibilité, ce lieu de l'interlocution et au fond, la question des résistances, elle se pose, je dirais, de plusieurs manières. Il y a à la fois la question de devenir visible, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont là, ils sont sur des territoires, ce sont eux qui s'opposent à des projets miniers, qui sortent, qui le manifestent. Donc il y a une dimension physique, une dimension à la fois visuelle et physique qui aboutit à des morts. Sophie en a parlé, mais au Brésil, il y a des morts indiens tous les jours. Enfin, c'est quelque chose de vraiment dramatique en ce moment. Mais c'est aussi des luttes politiques, c'est des luttes juridiques, et je dirais aussi des luttes sémantiques. Je pense que là, on n'en a pas trop parlé, mais c'est assez important. Il y a un enjeu sémantique fort quand même que je voudrais mentionner là, et qui est à la fois posé par les organisations ou les leaders représentant les peuples autochtones, c'est la consultation ou le consentement. Parce qu'au fond, tout ce qui est l'enjeu de la loi de consultation, dont on dit que la Convention 169 la rend obligatoire, qui est plus ou moins mise en œuvre par les États qui le reconnaissent avec beaucoup de réticence, c'est consulter les peuples autochtones pour tous les projets les concernant, toutes les questions administratives, économiques et politiques les concernant, en vue d'obtenir leur consentement. C'est pas simplement les consulter, puis on se dit, voilà. Le problème qui est posé par un certain nombre de processus de consultation, c'est que les États vont déléguer à des entreprises qui sont vectrices finalement de transformations majeures l'organisation de la consultation. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois jugés partis. Et là, il y a un problème absolument gravissime qu'il faut voir à l'esprit. Donc on a des acteurs politiques, on a parlé d'organisation, et ce qui est très important, c'est que ces organisations, elles ont commencé il y a déjà une trentaine d'années, elles se sont accélérées. Simplement au Brésil, en l'an 2000, Bruce Albert comptait 6000 organisations
en Amazonie. Donc c'est des organisations politiques, des organisations de développement, des organisations de toutes sortes, parce qu'elles occupent à nouveau une nouvelle place finalement pour avoir des soutiens, des subventions, des moyens d'agir. Ce qui est très intéressant et très important aussi, c'est que pour pouvoir avoir une forme de protagonisme, il faut quand même qu'elles se rejoignent dans des organisations plus larges que des organisations purement locales. Donc c'est la KOI dont a parlé Françoise, c'est la COICA sur les 9 États d'Amazonie, c'est la CIDOB qui en Bolivie. On n'a pas parlé du tout de la Bolivie, mais la Bolivie est un pays extrêmement intéressant. Il y a l'article de Laurent Lacroix qui est tout à fait intéressant et qui montre toutes sortes de contradictions avec un État bolivien plurinational qui est le seul des pays qui a intégralement transposé la Déclaration des droits des peuples autochtones dans sa constitution et qui est maintenant saisi lui aussi par ces enjeux de développement, de développementalisme, et qui va finir par violer totalement les droits des peuples amazoniens. Et là, on a des problèmes finalement à l'intérieur même des mondes autochtones et des transformations du politique entre les hautes terres et les basses terres. Et ça, il faut pas l'occulter. Donc la CIDOB, quand même, dans les basses terres, ça regroupe quand même 34 peuples et communautés. AIDCEP au Pérou regroupe 67 organisations locales, 9 sur le plan régional. Donc c'est quand même des ensembles assez vastes qui se structurent. Comment s'appelle, la PIB, Articulação de Povos Indígenas do Brasil, essaye effectivement de former cette représentation nationale. Et c'est, voilà, elles sont là, elles existent. C'est pas simple, mais elles essayent, disons, de maintenir une forme de mobilisation qui va à l'articulation entre les questions locales où se jouent évidemment les luttes, et s'il n'y a pas de résistance locale, finalement il ne se passe rien depuis l'international, mais aussi le niveau international où il y a des articulations qui vont se faire avec la formulation des nouveaux. Donc elles se mobilisent, et il y a les deux agendas qui finalement doivent être observés ensemble, l'agenda global, l'agenda régional. Ce qu'elles portent, ces organisations, et ça c'est assez caractéristique, c'est une espèce de vision un peu intégrale des relations qu'il peut y avoir entre la défense du territoire, les projets qui les menacent, les projets de mode de vie, de l'environnement, le lien à la terre, la culture. Et ces organisations-là, elles rassemblent cela de manière à ne pas avoir simplement une approche économique du problème, parce que souvent le développement tel qu'il est vu par les lobbies ou les organisations dominantes, c'est ça va vous faire de l'emploi, ça va vous générer de l'argent, c'est des arguments économiques qui ne tiennent pas la route. Parce que les Sahamaka, par exemple, quand ils sont allés à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour défendre leurs questions, ils ont été poussés dehors par une hydroélectrique et ils n'ont pas l'électricité. Ils sont donc juste à côté, mais ils n'ont pas l'électricité. Donc, à quoi ça sert l'électricité? Et là, il y a des choses qui ne sont pas dites dans cet agenda-là et que les organisations essayent de révéler. Hein, c'est vrai dans le cas de Belo Monte, dans le cas des Tapajos, à quoi sert l'électricité? Souvent, elle va vers l'industrie plutôt que vers les populations. Ce qui est important aussi, parce que le temps passe vite et je suis sûre que vous avez envie de poser des questions, c'est que ces organisations-là n'avancent pas toutes seules. Elles avancent sur la base, elles sont en train maintenant d'essayer de développer des alliances avec les écologistes, des alliances avec des secteurs non autochtones, disons concernés dans les questions de droits humains, mais aussi avec des secteurs dans la justice pour pouvoir obtenir quelques relais, parce que les juges ne sont pas tous des juges convaincus que les droits des peuples autochtones doivent être mis en œuvre. Mais donc ces alliances-là, elles sont à la fois locales, mais elles ont des relais internationaux, et peut-être faut-il les relancer, ces alliances-là, pour que ça puisse fonctionner. Ce qui est important, c'est qu'à travers ces organisations, c'est ça qui va permettre aussi, à un moment donné, de saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Un Indien lambda dans une communauté X ne peut pas aller ni à la commission ni à la Cour interaméricaine. Il lui faut ces alliances-là, il lui faut des supports d'avocats. Et c'est ça qui est nécessaire. Donc les différentes actions, c'est la saisie des cours, c'est aussi des démonstrations, des marches. En Bolivie en particulier, les Indiens font des marches, beaucoup, sur des kilomètres, pour attirer les médias, pour montrer effectivement, et puis défendre très physiquement le territoire. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un territoire quand on marche dessus? C'est pas la même chose quand on survole et qu'on arrive en un quart d'heure. Et puis elles articulent aussi
à travers ça, ces autres visions du développement. Là, c'est quelque chose qui transparaît à travers les différents chapitres. Évidemment, comme l'a montré Catherine dans son chapitre en particulier, les États peuvent parfaitement contourner les organisations, peuvent les diviser. Ça s'est produit au Pérou, notamment par rapport à la loi de la consultation. Les ignorer aussi complètement. La France ignore les organisations sans aucun problème, avec une grande satisfaction. Simplement, c'est quand même l'espèce de média intermédiaire et nécessaire pour pouvoir, disons, agir. Et puis, ce qui est intéressant aussi, et les Indiens en particulier, Munduruku, alors ils sont extraordinaires. À un moment donné, on avait les Kayapo, maintenant c'est quand même les Munduruku qui occupent le devant de la scène. Ils mettent très en avant ces signes particuliers qui sont à la fois pour se faire respecter comme interlocuteur, mais quelque part aussi c'est une forme de déclaration de guerre qui n'est pas une guerre armée avec des missiles et autre chose, mais c'est attention, on est là et on est prêt à défendre notre territoire. C'est la même chose quand il y a eu le Baguaso au Pérou, où les Indiens sont sortis avec les lances, les arcs, les flèches, les plumes et tout ce qu'il fallait, et où les créoles, les métis, les gens locaux étaient morts de peur. Je veux dire, il y a des photos extraordinaires au Brésil où les Indiens envahissent le Parlement pour lutter contre cet amendement qui s'appelle la PEC 215, et où le type il court se réfugier derrière, ils ont peur, ils sont morts de peur. Voilà. Donc voilà, c'était. Je vais m'arrêter sur ça pour simplement voilà, vous inviter à lire ce livre et voilà, je ne parlerai même pas de la formation des leaders qui a changé, mais qui est très importante et qui apparaît aussi à l'intérieur des articles. Voilà. Donc,